Bonsoir. Il était une fois le samedi 16 décembre 1972. Ce jour-là, Amadou Ahidjo, alors président de la République, signait l'ordonnance fixant le régime des fêtes légales au Cameroun. Depuis lors, la fête nationale est célébrée le 20 mai et voilà 49 ans que cela dure. Certaines narrations empruntant au titre du roman Fleuve de Marcel Proust, écrit, figurez-vous, de 1906 à 1922, prétendent que cela fait 49 ans que les Camerounais sont à la recherche du temps perdu. Le temps d'un seul Cameroun remontant à la période allemande, le pays était alors grand par sa superficie, uni et en paix. Chaque année, à cette période, le Cameroun cristallise donc l'attention nationale autour de son unité. 1984 était resté pendant longtemps la seule année dans l'histoire sans célébration du fait du coup d'État manqué le 6 avril précédent. Désormais, le coronavirus a contaminé 2020 et maintenant 2021. Tout se passera donc dans 4 jours, sans tambour ni trompette, en 3 mots, sans cérémonie officielle. Décision du président de la République pour qui l'unité nationale, et je le cite, implique que les Camerounais sont d'abord Camerounais avant d'être Bamileke, Ewondo, Fulbe, Bassa, Boulou, Douala, Bakweri, Baya ou Maka. Paul Biya énonçait cette vision le 16 septembre 1983 dans un discours prononcé à Yaoundé. Les Camerounais l'ont-ils compris et placé l'unité nationale au-dessus des identités et considérations à caractère régional et communautaire? C'est un sujet d'histoire soumis à l'analyse du professeur Saïbou Issa, historien, professeur titulaire des universités. Il est le doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Maroua et c'est l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Professeur Saïbou Issa, bonsoir et bienvenue. Merci Romuald. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Alors, puisque vous êtes historien, commençons par cette date, le 20 mai 1972. Pourquoi continue-t-elle de faire débat? Elle continue de faire débat, cette date, parce qu'elle ne représente pas pour certains la date à laquelle les Camerounais de la partie anglophone et de la partie dite francophone ont été réunifiés. Elle fait débat parce que d'aucuns estiment qu'il faudrait peut-être repartir à cette date de 1961, alors même que, dans le fond, en réalité, elle représente l'évolution normale dans un processus qui, entamé en 1961, avait vocation à évoluer vers un État beaucoup plus intégré, beaucoup plus unitaire, comme l'ont dit ceux qui ont, à cette date-là, estimé qu'il fallait évoluer de la République fédérale vers la République unie du Cameroun. Ce débat sur les dates questionne aussi d'une certaine manière le processus ayant conduit à l'avènement de l'État unitaire. Comment analysez-vous le cheminement partant, on va dire, de l'autonomie interne à l'unification? Alors, peut-être ne vais-je pas remonter aussi longtemps qu'à 1884, quand le Cameroun, alors allemand, sous l'égide du protectorat, été constitué avec des frontières plus étendues que celles que nous avons aujourd'hui, dans un environnement qui, de la côte atlantique jusqu'au lac Tchad, avait mis ensemble des communautés, des peuples qui jusque-là ne se connaissaient pas, qui jusque-là appartenaient à des entités sociopolitiques, appartenaient à des entités sociologiques distinctes. Sauf que, à partir de 1914, nous entrons dans la Première Guerre mondiale, laquelle a opposé au Cameroun les troupes allemandes aux troupes franco-britanniques coalisées. En 1916, l'Allemagne est vaincue au Cameroun et s'établit un condominium que l'on a appelé le condominium franco-britannique sur le Cameroun, aboutissant en 1919 à la partition de ce territoire entre, d'un côté, les 4/5 du territoire confiés par la Société des Nations à la France et le 5e du territoire confié à la Grande-Bretagne dans le cadre du mandat, signifiant que ces deux puissances devaient accompagner ces territoires vers l'autonomie interne pour un début.
On considère souvent que c'est le début de nos problèmes, cette partition. Alors, la question n'est pas de savoir si c'est le début de notre problème, mais la question centrale, c'est comment est-ce qu'en réalité, la gestion de ce mandat a concouru à la situation qui va prévaloir par la suite. Parce que du côté du mandat britannique sur le territoire du Cameroun, nous avons eu une gestion qui avait en réalité pour finalité d'incorporer les deux entités du British Northern Cameroun et du British Southern Cameroun dans le Nigeria au moment où le Nigeria accéderait à l'indépendance. Ça a été la logique de la Grande-Bretagne, tandis que la gestion de la partie francophone, confiée évidemment à la France, a été pendant longtemps arrimée à la gestion des colonies françaises d'Afrique équatoriale française, bien que le Cameroun, progressivement, va affirmer sa spécificité de territoire sous mandat. Puis plus tard, de territoire sous tutelle, parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le mandat sur le Cameroun confié par la Société des Nations est transformé en tutelle, confié au même territoire, aux mêmes puissances, par l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, dans la période 1945-1960, les mouvements nationalistes, aussi bien au Cameroun sous administration britannique qu'au Cameroun sous administration française, vont d'abord se constituer et évoluer de façon parallèle avant que, à certains égards, certains de ces mouvements se retrouvent, notamment avec le One Cameroon Party qui s'est installé dans la partie sous administration britannique. Qui était une sorte d'écho à l'UPC. Qui était une sorte d'écho à l'UPC et qui va rejoindre des formations politiques qui, à l'intérieur des groupes de pression, puis des formations politiques qui, à l'intérieur du British Southern Cameroun et du British Northern Cameroun, avaient commencé à affirmer leur camerounité et le désir justement de démontrer que c'était des entités spécifiques. Que ce soit le KNC, que ce soit le KNDP, le KPP et toutes les formations qui vont se mettre en place, elles ont affiché la nécessité que l'entité Cameroun puisse être reconnue, individualisée à l'intérieur de l'espace nigérian d'abord, et puis plus tard, avec la création de la quasi-région en 1954, quand que soit entamé le processus maintenant vers une accession à l'indépendance selon des procédés qui vont être définis par la suite dans le cadre des plébiscites de 1951 et des plébiscites de 1961. Alors, professeur, on a quand même observé, on va dire, une manière d'instabilité entre 1960 et 1972. Il y a eu les indépendances, il y a eu la réunification et puis l'unification. Alors tout cela, c'est le fait de quoi? D'un manque de coordination et de cohésion entre les leaders, ou alors le fait d'erreurs stratégiques? Alors, il faudrait bien se remettre dans le contexte, parce que nous avons davantage tendance à afficher les logiques d'individus, à mettre en exergue, à incriminer même à la limite les positions d'individus, là où en réalité il faut souvent afficher les circonstances, la conjoncture, les contextes, voire même les situations qui ont créé les approches, les choix des différents acteurs. Quelles sont-elles? Alors, lorsque le plébiscite de 1959 s'est tenu et qui ne concernait que le British Northern Cameroun, ce plébiscite, espérait-on, du côté du gouvernement britannique sûrement, aurait permis au British Northern Cameroun de s'intégrer directement au Nigeria. Mais la réponse a été que nous souhaitons plutôt délayer, renvoyer à plus tard notre décision. Ainsi ont voté les électeurs dans la partie du British Northern Cameroun. Lorsqu'en 1961, le plébiscite a lieu, c'est vrai qu'il y avait une diversité d'options sur la table, mais l'option qui a été retenue, c'est soit l'intégration au Nigeria, soit la réunification avec la République du Cameroun, indépendante le 1er janvier 1960, comme étant le processus
qui devait permettre au territoire sous administration britannique d'accéder à l'indépendance. Pour Foncha, il était, à mon sens, assez clair que le processus vers la réunification avec la partie francophone était un processus qui lui permettait d'affirmer ses positions politiques, sa prééminence politique à la tête d'une entité régionale dont il était déjà le leader, alors même que cette logique-là aurait été plutôt une perte pour Emmanuel Ndélé, qui était davantage partisan d'une intégration au Nigeria, pour des raisons qui peuvent être discutées plus tard si on veut, mais qui peuvent être comprises dans le cadre de la configuration sociodémographique de cette entité territoriale. Au moment où, en 1961, la constitution de la République fédérale va être adoptée à Fumban, les différents acteurs étaient conscients des positions que les uns et les autres avaient vis-à-vis de la forme que l'État du Cameroun devait avoir. Il est clair que ni Foncha ni Mouna n'étaient dupes de ce que le président Ahidjo, qui présidait déjà aux destinées de la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone, était porté vers une option davantage centralisatrice, unitariste, tandis que le processus du côté de Foncha en particulier devait en réalité être une logique de nous quittons le Nigeria, mais nous ne rentrons pas absolument dans un territoire camerounais qui est déjà indépendant, mais qu'on se retrouve dans une fédération qui permette de garder la spécificité de ce territoire qui accède à l'indépendance au bout du processus. Mais l'on verra que dans la période de 1961-1972, il y a des développements qui se font, qui conduisent à l'unification des forces politiques, notamment avec la création de l'Union nationale camerounaise qui absorbe les différentes formations politiques en 1966 et progressivement vers le plébiscite, vers le référendum de 1972. Et avant cela, professeur, il y a eu la conférence de Fumban, c'est un événement important du 17 au 21 juillet 1961. Tout à fait. On a souvent dénoncé ce que certains appellent un dol, une duperie ou de la duplicité de la part de certains acteurs. Est-ce qu'il est établi aujourd'hui qu'il y a eu manipulation ou tromperie lors de la conférence de Fumban, du point de vue de l'histoire? Alors, les différentes sources que l'on peut voir, les différents débats entre historiens ne me semblent pas clos sur la question. Est-ce que Foncha avait reçu la constitution, le projet de constitution que le président Ahidjo entendait présenter à Fumban et qu'il ne l'aurait pas présenté aux autres acteurs politiques de son territoire d'élection? Est-ce qu'il y a eu des deals entre Ahidjo, Mouna et Foncha? Le débat reste ouvert encore. Et maintenant que les acteurs ont disparu, évidemment, c'est un défi important pour les historiens de pouvoir continuer à faire le recoupement des sources, lequel recoupement devait permettre d'établir ce qui en a été. Mais toujours est-il que à la veille de la conférence de Bamenda, qui a précédé la conférence de Fumban, la conférence de Bamenda au cours de laquelle les différents acteurs politiques de la partie anglophone se sont retrouvés pour discuter de la marche vers cette fédération-là, eh bien, les propositions de Ahidjo leur avaient été apparemment communiquées. Mais ce n'était pas certain que ces propositions-là soient conformes aux attentes qui étaient les leurs, dans la mesure où ils avaient déjà formulé un ensemble de propositions constitutionnelles. Mais ce qui est sorti de la conférence de Fumban de 1961 est un modèle de constitution qui, de manière claire, disait au moins deux choses. La première, c'est que le président pouvait faire modifier la constitution de la République fédérale par voie référendaire, que l'unité et l'intégrité de la fédération
restait évidemment inaliénable, intouchable. Avez-vous le sentiment que les documents et les préoccupations du Cameroun méridional aient été suffisamment pris en compte lors de la conférence de Fumban? Alors, si l'on écoute ce que Foncha et Mouna ont dit plus tard, en 1995 particulièrement, c'est que l'État unitaire, l'État fédéral, ou la réunification qu'ils avaient eue en perspective n'est pas celle à laquelle ils sont parvenus. Ils étaient conscients que la logique du président Ahidjo était une logique centralisatrice, était une logique qui voulait que la réunification à travers la République fédérale soit le début d'un processus, car en 1968, par la suite, il avait déjà dit que la réunification était pour lui une étape que d'autres pourront parachever par la suite. Maintenant, est-ce que c'est parce que dans l'organisation politique de cette époque-là, les forces politiques que Mouna et Foncha portaient étaient des forces minoritaires? Toujours est-il qu'on verra que les rivalités internes et les ambitions personnelles des uns et des autres à l'intérieur du Cameroun occidental vont faciliter la tâche au processus vers l'intégration, vers la création, vers le passage à la République unie, pour la simple raison que avoir le choix de Mouna à travers le CUC, dont la devise était One Flag, One Currency, One Country, c'était un indicateur clair de ce qu'il était unitariste. Ce que vous dites là, professeur Saïbou, nous amène à questionner même la sincérité de l'écriture de l'histoire de l'unité nationale. Est-ce que cette écriture vous semble objective et sincère? Alors, les historiens n'ont raison qu'à partir des sources dont ils disposent. Sur la base des sources dont vous disposez, est-ce que cette écriture est objective? Cette écriture est continuelle. Elle est continuelle et c'est la raison pour laquelle le processus de la réécriture consensuelle de l'histoire du Cameroun a été mis en branle récemment. À l'instigation évidemment du président de la République, avec la coordination du ministère de la Culture, et mettant ensemble les différentes composantes de la société historique camerounaise avec des personnalités connues à travers leur production scientifique, mais aussi avec les différents points de vue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'historien n'a raison qu'à partir des sources dont il dispose. À une époque, il y avait des sources qui étaient accessibles, lesquelles ont permis aux auteurs les plus prolifiques sur la question de produire les résultats à partir desquels nous avons compris, nous avons rédigé, nous avons élaboré l'histoire du Cameroun telle qu'on la connaît actuellement. Mais on se rend bien compte qu'avec le temps, il y a de nouvelles sources qui arrivent et ces nouvelles sources, sans toucher au fond de la question, permettent peut-être de relativiser ceci ou de mettre en exergue cela, mais dans une position qui soit moins incriminatoire qu'explicative. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire qui a fait quoi. Le plus important reste quelles sont les circonstances qui produisent les attitudes. S'agissant de qui a fait quoi, le rôle de certains acteurs est souvent minoré. Par exemple, l'UPC. Il est clair que pour Oumniobé et son équipe, la démarche était claire. Il fallait d'abord réunir les Camerounais avant l'indépendance. Et tout ce que nous venons d'élaborer là valide en réalité cette quête d'unifier les Camerounais. Je pense que c'est à tort que l'on considère que l'UPC a été complètement éludé dans ce processus. Il suffit de voir la masse de travaux qui sont produits depuis plusieurs années, notamment quand vous allez à l'université de Yaoundé 1, la masse de travaux sur l'union des populations du Cameroun à différents moments, que ce soit à travers l'analyse de la position de l'UPC par rapport à la question de la réunification, par rapport à la question de l'accession à l'indépendance. Il se trouve que nous étions, comme je le disais tantôt, dans un contexte où les postures étaient parfois confrontées à la réelle politique internationale, à un contexte de colonisation
où la préservation des acquis, des intérêts du colonisateur était parfois plus important que l'accompagnement des processus vers l'indépendance. En 1955, l'Union des populations du Cameroun a été interdite et s'est ouvert la période du maquis. Mais entre-temps, lorsqu'on voit l'un des éléments clés du projet politique de l'Union des populations du Cameroun, à savoir la réunification, a été porté par des acteurs aussi bien de la partie sous administration française que de la partie sous administration britannique. En réalité, le projet politique de l'UPC a été en partie réalisé, mais par des acteurs qui n'étaient pas des acteurs UPCistes. Il s'agit maintenant du contenu et du temps, dans la mesure où l'approche de l'UPC était une approche qui se défiait de toute forme de néocolonialisme, tandis que les approches qui ont suivi par la suite, selon les pourfendeurs de cette approche-là, restaient encore marquées par le sceau du néocolonialisme, même si, dans la vérité, la réunification a été essentiellement un processus camerounais. Très bien. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, professeur Saïbou Issa. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Maroua. Historien, nous parlons aujourd'hui de l'unité nationale à l'occasion donc de la célébration de la 49e édition de la fête nationale qui est prévue dans 4 jours. Faisons un tour pour écouter quelques voix différentes de la vôtre, celle de certains politiques, mais aussi d'autres universitaires, sur les problèmes et les menaces qui pèsent sur l'unité nationale. C'est un grand reportage réalisé par Augustin Guizana. Uni dans sa diversité, voici bientôt 39 ans. Le Cameroun vit, pour le moins que l'on puisse dire, une unité mise à mal par plusieurs facteurs davantage exogènes. Je crois que l'un des problèmes les plus important que nous connaissons aujourd'hui et qui constitue pour moi une menace effectivement de cette unité, c'est le manque de répartition équitable, n'est-ce pas, des richesses du pays. Des crises sécuritaires, sanitaires et sociopolitiques qui tranchent avec l'idéologie et l'essence même de la notion de la République. Les partis qui émergent pour seulement la prise de pouvoir, ils le font sans une idéologie. Et c'est ce manque d'idéologie qui est le problème de notre pays. Je sais que l'État fait des efforts pour que notre pays vive dans la justice et l'équilibre social, mais ces efforts doivent continuer. C'est le même jeu. Ceux qui sont dans la journée avec l'opposition, la nuit ils sont avec le pouvoir. Donc ça veut dire que des propositions de leur part ne peuvent pas enchanter ceux qui attendent le changement, le réel changement. L'idée des pères fondateurs de cette nation a toujours épousé l'élévation des standards de vie des populations. Les héritiers du Cameroun partagent le gâteau à cette fin, aux yeux de certains hommes politiques. Les anglophones croyaient que peut-être il y avait une sorte de marginalisation. Le chef de l'État a pris les mesures pour s'assurer que la culture anglophone reste telle qu'ils ont conçu ça. La décentralisation accélérée est en marche. Personne ne devrait s'y opposer. Le partage tient compte des réalités sociologiques et culturelles. L'unité nationale est une valeur incompressible. C'est l'âme du Cameroun, le sang qui coule dans nos veines. C'est ce sang de la citoyenneté responsable. Et nous devons combattre tout ce qui vise, tout ce qui pourrait briser cette unité nationale. Les revendications politiques devraient pourtant être mesurées, selon certains hommes politiques. Nous pensons que le Cameroun ne devrait pas avoir 2 capitaines dans sa barque. Les élections de 2018 sont passées. Il est maintenant question de nous focaliser sur 2025. Il ne faut pas perdre le temps, il faut se focaliser sur 2025. Un mandat est en cours, la décentralisation est en marche. Les Camerounais, dans sa grande majorité, ont accepté que c'est mieux d'être unis. Nous avons vu l'évolution de cette unité, de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. On a commencé par un État fédéral, on a ensuite été un État uni. Maintenant, nous sommes une république. Malheureusement, du côté anglophone, il y a quelques résistances, comme j'ai dit. Mais ça, c'est un point de personnes qui ont décidé
de parler de la séparation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intégration nationale. L'unité nationale de 20 mai 2021 fait aussi face au Covid-19. Pas si facile. L'État unitaire du Cameroun demeure une quête permanente. Un bon sujet de débat, notamment dans l'actualité hebdo sur la CRTV. Attention, attention. Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Professeur Saïbou Issa, on a suivi tout à l'heure une métaphore alimentaire, le gâteau national. Ce rapport de certains acteurs à la République, à la chose publique, il divise ou il unit? Alors, le fait qu'il y ait une focalisation sur le niveau, le degré de répartition de la bienveillance de l'État sur des bases régionales, sur des bases identitaires, évidemment, n'est pas de nature à unir les Camerounais dans la mesure où on est constamment dans des logiques de rapport, dans des logiques de comparaison. Et cela amène à construire un sentiment de marginalisation des uns comparativement à d'autres. Je dis bien un sentiment parce que le débat autour de l'unité nationale sur ces questions-là n'est pas nécessairement un débat arithmétique, c'est un débat de perception. Perception de ce à quoi on estime avoir droit et perception de ce qu'on estime n'avoir pas reçu pour des raisons maintenant que l'on construit, soit sur des bases historiques, soit sur des bases politiques. Bref, sur des raisons, sur des bases qui ne sont pas nécessairement les bases qui ont conduit peut-être les gouvernants à répartir les ressources publiques ou à répartir les charges politiques telles que c'est fait. Professeur Saïbou Issa, voyons à présent comment se porte l'unité nationale 49 ans après. Quel est le bilan de santé que vous en faites au regard, par exemple, de la montée, on va dire, fulgurante des nationalismes régionaux? Alors, je parlerai davantage des régionalismes dans la mesure où nous avons affaire à des formes de demande. Je parlerai moins de revendications que de demande, parce que lorsque l'on regarde, lorsqu'on lit les différentes réclamations, les différentes formulations qui sont faites à travers les écrits qui sont diffusés, ce sont davantage des demandes, ce sont davantage des attentes. Maintenant, ces attentes-là expriment un besoin de plus d'inclusion, expriment un besoin de plus de présence dans un environnement où, hélas, l'instrumentalisation des différences, la croissance des identités différentielles et parfois l'émergence de manifestations belliqueuses est portée par des intérêts qui ne sont pas nécessairement des intérêts communautaires ou régionaux, mais davantage des intérêts individuels, des intérêts de groupe. Et dans ces circonstances-là, on risque d'aligner à l'infini des formes de revendication qui sont de nature, hélas, à ne pas construire une logique commune dans un État qui, durant toutes ces années, a plutôt mis tout en œuvre pour garder sa stabilité à l'intérieur d'un environnement régional qui est plutôt marqué par des divisions fondamentales. L'ouverture démocratique à travers l'ethnicisation du champ politique et l'apparition des réseaux sociaux n'ont pas été, en tout cas de nature à faciliter ou à atténuer ces types de revendications, si ce n'est de les propulser. Alors, au plan géostratégique, on peut observer qu'aux attaques de Boko Haram se sont ajoutées un certain nombre de crises, notamment en RCA et
plus récemment au Tchad. Est-ce que cet environnement sous-régional est de nature à nous permettre de nous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire au renforcement de l'unité nationale? Je pense que ce qui se passe dans notre voisinage immédiat et qui sointe sur notre territoire tend plutôt à démontrer et à interpeller les Camerounais sur la nécessité de ne pas tirer à l'infini sur la corde des nationalismes, sur la corde des identités différentielles. Parce que ce sont ces identités différentielles instrumentalisées dans des contextes variables d'un pays à l'autre dans notre sous-région qui ont finalement conduit à des étirements et à l'explosion de la violence dans ces pays-là. L'on note aujourd'hui que la présence de nos forces de défense et de sécurité dans nos zones frontalières et parfois même en appui à la stabilisation dans les pays, dans certains pays voisins, est un indicateur clair de ce qu'il y a une volonté, un besoin et un intérêt fort à maintenir l'intégrité, l'unité de ce territoire. L'on observe également, quand on prend le cas de l'extrême nord du Cameroun, avec la zone sous menace de Boko Haram, que depuis que cette menace-là s'est répandue dans les zones frontalières, il y a eu un plus grand besoin d'État dans des zones qui fonctionnaient comme des transfrontalités ouvertes sur les pays voisins, mais qui, depuis que les frontières sont fermées, ont bien compris que c'est l'État, à travers les forces de défense et de sécurité, qui ont apporté la protection nécessaire. Et c'est vers cet État-là que les populations se retournent aujourd'hui pour demander davantage d'actions socio-économiques, davantage d'inclusion. Parlons un peu de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest qui perdure. Est-ce que l'histoire nationale et régionale de cette partie du pays devrait, à ce point-là, diviser et même alimenter le chaos? Alors, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la référence à l'histoire comme source de conflictualité que nous connaissons dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest du pays est une référence qui, certes, a des racines, mais qui peut être considérée comme une référence parfois extrapolée. Des racines compte tenu du fait que la partie du British Southern Cameroon est une partie qui avait un cheminement culturel et basé sur le modèle anglo-saxon, si on s'en tient aux revendications et aux demandes qui sont faites à gauche et à droite. Maintenant, longtemps après la réunification, c'est-à-dire pratiquement 60 ans après, ces réminiscences historiques ne peuvent être convoquées aujourd'hui dans les contextes actuels qu'en tenant compte des développements ultérieurs que l'on doit imbriquer avec les besoins, notamment des jeunes, besoins d'emploi, besoins d'inclusion, qui sont en fait des besoins de tous les jeunes au niveau du Cameroun. À cela, on peut peut-être ajouter le fait qu'il y a une complexification de la situation qui intègre à la fois des enjeux de sécurité interne, qui intègre des enjeux économiques, qui intègre des enjeux essentiellement linguistiques et des enjeux culturels, d'où la nécessité peut-être d'une approche plus intégrée, laquelle approche intégrée a commencé effectivement avec les réponses que l'État a déjà apportées à cette solution-là, à ces situations, mais aussi avec la nécessité, et j'insiste là-dessus, de faire en sorte qu'on tombe d'accord sur ce qui est véritablement l'histoire du Cameroun en général et l'histoire de cette partie du Cameroun en particulier. Et dans cette histoire du Cameroun en général, professeur Saïbou Issa, et surtout donc le bilan de santé que nous faisons de l'unité nationale, on peut constater, pour le regretter, qu'il y a dans les relations entre les Camerounais eux-mêmes et leur rapport à la République certaines récurrences, par exemple l'inflation des mémorandats, des listes communautaires au concours administratif, des revendications de nomination ethno-tribales. Sommes-nous toujours en République? Je pense qu'il y a davantage à interroger les logiques plutôt que
la lettre de ces mémorandums. Les revendications épistolaires, elles ont commencé avec l'ouverture démocratique, elles continuent et il faut s'attendre à ce qu'elles se poursuivent. Mais c'est davantage le caractère exclusiviste, je vais dire, de certaines de ces revendications qu'il importe de ne pas mettre en exergue pour davantage dire qu'elles sont de nature, effectivement, à disrompre les habitudes de convivialité. Parce que lorsqu'aux revendications régionalistes, nous rentrons ensuite dans les revendications essentiellement ethniques, dans un environnement où, en réalité, notre ethnicité, c'est une ethnicité qui est une ethnicité d'imbrication. Les lignes de fracture ethnique ne sont pas des lignes de fracture culturelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de mettre davantage en exergue les aires culturelles, l'ère Fambeti, l'ère Sawa, l'ère Grassfields, l'ère soudano-sahélienne, car si on voudrait répondre aux revendications de chaque ethnie, alors ce serait difficile de pouvoir construire une république. La république étant évidemment ce vers quoi chacun de nous doit aspirer pour trouver la protection nécessaire, pour trouver l'encadrement collectif nécessaire. Si je vous dis Foulassi, ça vous dit quoi? L'histoire du Cameroun. Et notamment l'hymne national. Bien sûr. Nous allons, professeur Saïbou Issa, faire donc un tour à Foulassi pour voir ce qui reste de cette localité qui tient sa réputation de ce que c'est là qu'a été élaboré le texte initial de l'hymne national du Cameroun. C'est une grande enquête de Berthe Mbala. Jamais plus Foulassi sans référence à l'hymne national du Cameroun. Le lieu où furent conçues les paroles et la musique de ce chant patriotique garde jalousement ses vestiges. La salle que nous voyons là était la salle de classe. Et juste à ma gauche, c'était la bibliothèque. Et ici, c'était le bureau du directeur Camille Chazot. Et il leur dit d'imaginer un texte qui montre l'amour qu'on a pour la patrie et l'espoir qu'on a pour son avenir. En corrigeant ces copies, Camille Chazot se rend compte que le texte de René Djamafane devrait donc être le meilleur. Son camarade Samuel Minkyumbamba se charge de la musique. Le chant de ralliement est adopté. Aujourd'hui, à côté de cette mythique salle de classe, la bibliothèque avec quelques reliques de l'époque de Camille Chazot, puis cette plaque commémorative érigée à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. La pierre sur laquelle est bâtie l'église du village résiste au temps. De nombreux fidèles continuent à venir se recueillir sous ce toit, renouvelé grâce à l'État et à quelques bonnes volontés. Il a été rénové par la toiture, et d'ailleurs pas seulement le temple, même beaucoup de maisons de la faculté de théologie ont été réfectionnées par le gouvernement. L'école primaire des années 1928 a connu un bond en grade. C'est désormais l'Institut Camille Chazot. Aujourd'hui, il n'y a que l'Institut supérieur presbytérien Camille Chazot a deux facultés, une faculté de sciences sociales et une faculté de théologie. La faculté de sciences sociales a pris les logements ou alors les salles de classe de l'école primaire. Le collège, c'est là-bas que la faculté de théologie est installée. Le reste du site de la 3e station des missionnaires presbytériens au Cameroun est fait de bâtiments délabrés ou en ruine, envahis par la broussaille, masqués par l'oubli. Aujourd'hui, Foulassi a perdu son éclat. Cette station, elle est ruinée à cause de la gestion. Le devoir de mémoire interpelle fortement ici pour rénover le berceau de l'hymne national et graver l'histoire de Foulassi dans la mémoire collective. Professeur, est-ce que les historiens investissent suffisamment Foulassi comme champ d'écriture de l'histoire du Cameroun? Il est clair qu'au niveau des universités, en particulier à Yaoundé 1, il y a une analyse, je dirais, exhaustive de la situation de Foulassi, de l'histoire et de l'environnement actuel.
Et ce que l'on peut dire, c'est que peut-être il n'y a pas une valorisation de ces lieux de mémoire et qui font partie de notre patrimoine. Le temps court et je voudrais vous inviter à examiner maintenant quelques solutions aux problèmes que nous venons de poser, les problèmes de l'unité nationale. D'abord, votre regard sur les solutions institutionnelles formulées jusque-là, par exemple le grand dialogue national, mais également les évolutions en matière de décentralisation. Premièrement, le grand dialogue national, je rappelle, ce n'était pas une instance de négociation, c'est une instance de dialogue où il a été possible pour ce que j'en sache, qui a été l'occasion pour tous les acteurs qui étaient présents de dire librement, de formuler librement à la fois le diagnostic de la situation de notre unité, de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans la région de l'extrême nord, que de formuler des propositions qui sont exhaustives, qui sont osées et dans tous les secteurs. Si vous voyez ce qui a été dit, notamment des voies de sortie, eh bien, je pense qu'il n'y avait pas meilleur cadre. Là. Et maintenant, les solutions relatives à la décentralisation, vous avez le sentiment qu'elles correspondent aux attentes? La décentralisation est un outil et c'est à chaque entité décentralisée, c'est aux communautés, c'est aux populations de saisir l'occasion, de saisir cet outil-là, au fin évidemment d'en faire un outil de développement, mais aussi un outil d'intégration au niveau local. Bien entendu, ça dépendra des ressources qui seront mises à la disposition de ces différentes entités. Ça dépendra du dynamisme de ces différentes entités. Mais ce qui est certain, c'est que la création des régions, le statut spécial, répondent à un axe important des demandes qui ont été formulées par les différentes forces, qu'elles soient dans le nord-ouest, le sud-ouest ou ailleurs. Par le passé, certains intellectuels ont préconisé, on va dire, la rotation ethno-communautaire du pouvoir comme solution. Le professeur Joseph Ouona, mais également Roger Gabriel Leb, qui avait même théorisé au début des années 90 le fameux triangle équilatéral qu'il considérait comme un lieu de confiscation du pouvoir par certains groupes, par 3 groupes notamment. Alors pour vous, cette thèse de la rotation, elle serait une bonne affaire? Est-ce qu'elle est inscrite dans la Constitution? Est-ce qu'elle est formulée comme un principe démocratique cardinal? Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, elle a été codifiée dans le processus de dévolution du pouvoir ou bien dans le processus de répartition des charges au niveau du Cameroun? On pourrait l'intégrer si la demande est faite. Quelle en est la pertinence? Le plus important, c'est d'avoir un pays qui est gouverné, d'avoir un pays qui est géré, d'avoir un pays qui va vers son essor. Le propre de la démocratie, c'est de faire en sorte que prime le choix des électeurs, prime le choix du peuple, pas le choix des communautés. Alors, il n'y aura pas de cérémonie officielle cette année, mais il y a tout de même ce thème, armée et nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Il y a là, me semble-t-il, une identification claire de ce qu'on pourrait appeler aussi les voies du futur pour la préservation de cette unité nationale. Le Cameroun a toujours fait en sorte que la défense et la sécurité nationale soient faites de façon participative, de façon inclusive, parce que justement la cause de l'unité, la cause de l'intégrité territoriale est une cause qui doit importer à chaque Camerounais. On le voit à travers la participation des différentes communautés auprès des forces de défense et de sécurité dans toutes les zones en crise, que ce soit dans l'extrême nord, que ce soit durant la période des villes mortes autrefois, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui. Ce n'est pas peut-être parce que cette participation n'est pas suffisamment mise en exergue, n'est pas suffisamment affichée, mais en réalité, à travers le renseignement et d'autres participations, il y a bien une
implication forte des populations auprès des forces de défense et de sécurité. Les actions civilo-militaires que l'armée déploie dans ces zones de crise font partie intégrante de l'atténuation des souffrances des populations et même de résolution de certains des problèmes auxquels ces communautés-là ont été confrontées bien avant les crises, notamment en termes d'accès à l'éducation, à des centres de santé, des voies d'accès. Je voudrais ajouter à cela le fait que notre armée, nos forces de défense et de sécurité sont l'indicateur majeur que nous devons copier en termes de participation, d'implication transrégionale, transidentitaire dans l'optique de défense du Cameroun, dans l'optique de sécurisation du Cameroun. À Kolofata, à Ashigashia, à Campo ou n'importe où, ce ne sont pas les ressortissants des localités concernées qui sont allés mourir. Ce sont tous les Camerounais de différentes zones, parfois des pères de famille, des enfants à bas âge, qui ont laissé leurs enfants pour aller dans des contrées dont ils ne parlent ni les langues, dont ils ne connaissent même pas les cultures, parce qu'ils sont allés pour défendre le Cameroun, dont l'intégrité territoriale était ou reste encore menacée par des forces extérieures. C'est là l'exemple qu'il faut de manière pérenne copier et apporter le soutien nécessaire, parce que sans l'action salutaire de ces forces de défense et de sécurité, on ne serait pas ici assis à discuter des formes de revendication ou de formes d'identité différentielle qui s'expriment, qui ont la liberté de s'exprimer à l'intérieur d'un pays qui reste stable. Professeur Saïbou Issa, vendredi était jour férié. Qu'en avez-vous fait? Je suis allé à la prière. J'ai lu quelques livres. J'ai fait un tour au bureau et je me suis préparé à venir à Yaoundé. Voilà, on va voir maintenant ce que les autres Camerounais ont fait de ce jour-là, le jour férié, mais également ce qu'ils font globalement de la plupart des jours fériés, qui sont souvent nombreux au mois de mai. C'est le sujet de la chronique sociale de Franck Evina, L'air du temps. Image de quelques bâtiments ministériels, un jour férié. Le vendredi 14 mai dernier, tout est clos. Le calme règne dans cet endroit habituellement animé. Une cessation de travail parce que le jour d'avant, musulmans et chrétiens célébraient dans une coïncidence gracieuse le ramadan et l'ascension. Comment bouder ce que Dieu a donné? On est à la maison, on fait le ménage, on fait le marché, on va aux occupations, on essaie d'entretenir la maison, les enfants aussi. Ce jour-là, justement, les plus jeunes ont travaillé les loisirs. Si la production n'a pas eu lieu pendant le férié, le jour férié donne l'opportunité aux familles et aux amis d'organiser des manifestations et ça permet donc de stimuler l'industrie du transport, l'industrie des loisirs. Il y aura donc des manifestations et des voyages en direction des plages, des sites touristiques. Donc le jour férié stimule l'industrie des loisirs. Pas d'école puisque les travailleurs de l'éducation sont aussi à la maison. 24 heures loin des milieux professionnels, la production des biens et services au ralenti. Pas grave, la pause est bien trop courte pour mettre l'économie en mal. Ce qu'il faut pour véritablement bénéficier de cet avantage que les jours fériés offrent pour stimuler l'économie, il faut que ces jours-là soient prévisibles. Lorsque vous regardez peut-être en France comme ça, ils savent qu'il y a le lundi de Pentecôte, il y a le lundi de Pâques. Ils savent qu'ils auront 4 jours sans travail et ils peuvent aller ou à la plage et même dans un pays étranger. Et quand ils retournent, ils réservent même pour l'année suivante. Cependant, tous les travailleurs ne jouissent pas des fériés. Permanence de certains services essentiels oblige. J'ai beaucoup de boulot, il ne faut pas accumuler le travail, c'est tout. Voilà, donc c'est un jour férié, mais pas chômé. Ce dont nous avons besoin au Cameroun, c'est que les jours fériés soient prévisibles, que les ponts, surtout les ponts, soient prévisibles, de telle sorte que les gens peuvent organiser des manifestations au village ou même dans la même ville, et ça permet de stimuler la consommation et ça fait toujours marcher l'économie. Et voilà une idée qui trouverait difficilement opposition au sein de l'opinion. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri.
mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres, tous sont dans le coude, gardons la distanciation sociale. Professeur Saïbou Issa, tout ce que nous venons, on va dire, de dire et de constater durant cet entretien, commande-t-il de votre point de vue une réécriture de l'histoire du Cameroun pour renforcer l'unité nationale? Tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission tend à démontrer que les bases sur lesquelles les porteurs des revendications, qu'elles soient régionalistes ou communautaires, sont des bases parfois historiques. L'on s'est adossé à l'histoire, l'on a convoqué les références historiques, l'on a fait part d'une sorte d'archéologie de la polémique pour faire la démonstration de ce qu'il y a eu des processus d'exclusion. Les historiens ne sont pas nécessairement d'accord sur ces différents processus. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'à ce jour, nous n'avons pas de livres, de manuels d'histoire dans nos établissements, dans nos écoles. Il y a une solution qui est en cours avec la mise en place de ce comité scientifique qui a entamé le travail de rédaction de l'histoire du Cameroun de manière consensuelle, en s'assurant que nous mettons en exergue ce sur quoi on est d'accord et qui concourt à la construction, au renforcement, à la pérennisation de l'unité entre les Camerounais. La deuxième articulation de ce que je vais dire par rapport à cette logique, c'est qu'en réalité, nous sommes une diversité qui est constituée, qui est perçue, qui est affichée comme une richesse. Mais il est important que l'on fasse la différence entre ethnie et culture. Les peuples heureux n'ont pas d'ethnie, a dit Burgeaud. Les peuples ont une culture parce qu'ils sont le produit de rencontres. Ils sont le produit des rencontres qui ne sont pas seulement dans le passé, dans le processus de leur peuplement, mais qui sont également le produit de rencontres qui ont été faites dans les lieux d'implantation au fil des ans. Il vaut mieux donc implanter la culture. Chacun de nous a été transformé et est un produit composite. Notre pays est un pays dans lequel s'expriment davantage des hybridismes culturels plutôt que des lignes de fracture ethnique. Aussi importe-t-il qu'une cartographie des peuples et cultures du Cameroun soit faite pour que chacun sache peut-être d'où il vient, comment il est venu, mais qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a appris. Et dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, de ce qui a été reçu des autres et de ce qui a été donné aux autres, peut-être comprendrons-nous que nous n'avons pas toujours raison de tirer sur la corde des intégrismes ethniques. Je termine comme j'ai commencé en interpellant le professeur d'histoire. Alors, professeur Saïbou Issa, tel que nous venons de parcourir l'écriture de l'histoire de l'unité nationale, de votre point de vue, ça a été une écriture plutôt politique ou authentique? C'est une écriture qui est en cours. Et parce que c'est une écriture qui est en cours, donnez-nous le temps de l'achever et l'on jugera justement de ce que nous avons fait œuvre utile. Parce qu'en chacun de nous, il y a le sens de la responsabilité du chercheur d'être utile plutôt que divisionniste. Bien qu'étant historien, vous ne ferez pas d'histoire si l'émission s'arrêtait ici et maintenant? Évidemment. Merci d'être parti de Maroua pour la cause de l'unité nationale. Je rappelle que vous êtes historien, professeur titulaire des universités, doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines à l'université de Maroua. Vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Merci d'être venu, professeur Saïbou Issa. Merci de m'avoir invité. Et pour conclure, mesdames et messieurs, cet entretien sur l'état de l'unité nationale, voici une sagesse du philosophe Platon. L'unité la plus parfaite possible constitue le bien suprême. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, bonne fête nationale dans le respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, naturellement. Restez sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.
Le monde des arts a payé un très lourd tribut à la pandémie du Covid. On se souvient encore tous de la mort de notre monumental Manu Dibango. Comment se poser encore la question aujourd'hui de l'existence ou non du Covid? Protégeons-nous, protégeons les autres, lavons-nous les mains, gardons la distanciation sociale et surtout, portons le masque. Bonjour mon frère, comment tu vas? Tu sais que tu as ma personne. Je t'offre 2 au prix d'1. Tu me gâtes là. Ma femme m'a demandé 1 pastèque à la maison. Waouh, 2 pastèques à ce. Vraiment? Chérie, tu es content de cette année. Doublement heureux. 1 c'est bien, le double c'est bêta. Renouvelez votre forfait au dièse 111 étoile 0 dièse avant son expiration et recevez le double. Orange. The weather forecast with C3A Production. Hello there, it's a great pleasure to have you for this edition of the weather forecast this Sunday. We'll be expecting calm weather across the entire nation, though minimum temperatures could reach 16 degrees, that is in the northwest region, 17 degrees in the center and the Adamawa region, going to a maximum temperature of 29 degrees in the far north region of the country and 24 degrees expected in part of the littoral region and 25 degrees in the south region. For details, ladies and gentlemen, let's go first to the north region where showers are expected this evening in Gide and Cholleri, except in Gahwa and Poli where it will be covered. The situation